Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bienvenue à cette édition du journal sur la chaîne panafricaine. Alors, deux titres pour cette édition. Tout d'abord, la COP 28 qui débute officiellement le 30 novembre, c'est-à-dire dimanche, jeudi 30 novembre, du côté des Émirats Arabes Unis. Il va donc s'achever le 12 décembre prochain. Seulement, l'information à retenir, cette conférence se tiendra sans la présence de Joe Biden et encore même de Kamala Harris. Les raisons de cette absence, de cette grande absence, nous en parlerons avec notre invité dans le cadre de cette édition du journal sur Panafrican. Et puis, nous reviendrons toujours et encore sur Kidal. Kidal, qui était bien sûr il y a quelque temps de cela, ou du moins pendant plusieurs années, le bastion de la rébellion. Alors Kidal, désormais, est donc sous le contrôle des nouvelles autorités. Et d'ailleurs, ça bouge, ça se bouscule de ce côté-là, avec le renforcement sécuritaire, mais également sur la protection civile. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Tel qu'annoncé en titre, ouvrons ce journal avec la victoire, le sourire, surtout beaucoup d'encouragement pour les forces armées maliennes et surtout le gouvernement sous la houlette du colonel Assimi Goïta, mais également du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, et que dire de M. Abdoulaye Diop qui gère bien les relations extérieures. N'oublions pas M. Dalis Camara du côté de la défense. Un Mali, une armée, une constitution. C'est désormais acté car plus de 200 éléments de la police nationale et de la protection civile ont été déployés à Kidal pour renforcer la sécurité des personnes et leurs biens sur décision du gouvernement. C'était donc en date du 26 novembre, parlant justement de la décision. Ce déploiement fait donc suite à la récente victoire des FAMA contre les terroristes dans la ville, survenue quelques semaines auparavant. Déjà, des observateurs avertis exhortent ainsi la population à ne cesser de fournir toutes les informations afin que la libération du territoire se passe davantage plus vite. Et de toutes les façons, cela s'y passe déjà. À retenir donc, les terroristes sont des mauvaises herbes et doivent être détruites complètement. Dans le même sillage, nous allons donc vous inviter à écouter un morceau choisi des déclarations de ces personnes-là qui vont donc diriger ces 200 hommes qui ont atterri du côté de Kidal pour sécuriser les populations. Nous sommes bien arrivés à Kidal et là nous sommes ici au Mali parce que Kidal fait partie du Mali. Et nous avons été désignés pour vraiment représenter les plus hautes autorités à Kidal, venir servir cette population malienne. Et sous le leadership de nos autorités, nous allons servir ces pays avec discipline, courage et loyauté. Nous sommes prêts vraiment à faire les sacrifices pour que la paix revienne et règne sur toute l'étendue du territoire du Mali. Nous sommes bien arrivés à Kidal. Toute la protection civile de Kidal est présente. Toute l'équipe est présente sous le leadership de nos plus grandes autorités. La mission, c'est la protection des personnes, les biens et de l'environnement. Nous sommes là pour mener cette mission et nous allons la mener à bon port. Nous allons rester en Afrique de l'Ouest cette fois-ci. C'est tout près. C'est un pays qui voilà, fait partie du Liptako Gourma, mais également de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit bien sûr du pays des hommes intègres qui a donc décidé de valoriser son textile. Et donc, après les tenues scolaires, vous vous souvenez, les tenues scolaires désormais qui doivent être confectionnées en tenue locale, notamment le Don Faso. Donc, désormais, ce sont les enseignants-chercheurs qui se vêtiront d'une toge faite à base justement de matières locales sur le Burkina Faso, à savoir le Faso Don Fani, afin de promouvoir la culture et les valeurs du pays. Ainsi en a décidé le ministre, on va le dire, de l'enseignement supérieur. Plus de détails avec Megan Dombo.
Dorénavant, c'est le Made in Burkina qu'il sera partout question de valoriser. Et c'est dans cette optique que les enseignants-chercheurs du Burkina Faso porteront désormais des toges faites en Faso d'Anfani. La cérémonie solennelle du port de ce vêtement unique et précieux s'est faite le 28 novembre 2023 à l'université Joseph et Kizerbo à Ouagadougou sous le thème « Place des institutions d'enseignement supérieur et de recherche dans la construction de l'identité et l'affirmation de la souveraineté pour un développement endogène du Burkina Faso ». Cette cérémonie visait à consacrer désormais le port de la toge unique en Faso d'Anfani pour tout enseignant-chercheur, enseignants hospitalo-universitaires et chercheurs des institutions d'enseignement supérieur et de recherche lors des soutenances et autres activités académiques et également lors des cérémonies officielles au niveau national et international. Notons que cette toge est conçue avec de la cotonnade 100% burkinabé exclusivement tissée à la main, dont les textiles choisis sont le reflet des efforts de valeureux producteurs du coton et tisserands qui mettent en œuvre leurs efforts pour mettre en lumière la créativité à la burkinabé. La cérémonie de lancement officiel du port du tissu purement burkinabé s'est faite également avec la distribution de ce bijou aux enseignants-chercheurs de la session de 2021 et 2022, et c'est au total plus de 500 enseignants qui ont eu le privilège d'avoir le précieux sésame. Rappelons que cette vision et innovation dans l'enseignement supérieur du pays intervient dans le cadre du décret adopté par le gouvernement en juin dernier portant promotion du port du Faso d'Anfani, du coco d'Unda et autres tissus traditionnels lors des cérémonies officielles. Par ailleurs, cet acte s'était déjà produit dans l'enseignement primaire et secondaire où l'uniforme scolaire est fait en matière locale. Une initiative encouragée, il serait peut-être grand temps que les autres suivent le pas. Nous sommes donc en direct de Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Et c'est bien sûr le journal, la grande édition du 20h qui suit son cours. Cap à présent du côté de la République démocratique du Congo, plus précisément dans le nord Kivu, où justement il y a des déplacés de guerre qui doivent également donner leur voix aux candidats que ces derniers auront choisi. Alors il se trouve que les autorités, notamment qui travaillent pour le gouvernement actuel, ont donc interdit la distribution des dons du candidat numéro 3 à la personne de Moïse Katumbi dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous tenons à préciser qu'il s'agit des déplacés. Et donc en campagne, Moïse Katumbi a décidé d'octroyer des dons dans cette partie, sauf que les autorités travaillant pour le gouvernement actuel ont opposé à Niette. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Amour Christian Imani. Constitué de vivres et non-vivres, notamment des sacs de riz, de maïs, de haricots, de couvertures, de bâches, des kits hygiéniques, ces dons de Moïse Katumbi devraient être distribués samedi 25 novembre aux déplacés de guerre de Kanyaruchinya et Boulengo, mais il a été bloqué et obligé de ne pas franchir les périmètres par le service de sécurité pour des raisons jusque-là inconnues. Le conseiller de Moïse Katumbi en matière de la jeunesse, Patrick Mondeke, parle d'une décision incompréhensible et injuste. Katumbi ne fait pas des dons de malheur des Congolais, un objet de campagne. Lui, c'est son habitude. Chaque fois qu'il passe par Goma, il pense à tout ce qui souffre. Il a construit un orphelinat ici. Il a aidé les Virunga, les Kabash. Il a mis la pelouse synthétique au stade de l'unité. Et c'était pendant la campagne. C'est un cœur qui donne. Et nous avons des vautours. Vous le voyez dans les églises des réveils là. Regarde la méchanceté de l'homme. Ces biens appartiennent à la Caritas. Ils sont entrés dans le patrimoine de la Caritas pour la distribution aux personnes vulnérables. Les déplacés des guerres ont aussi exprimé leur colère et leur frustration face à cette décision. Ils ont déclaré que ces dons étaient une aide importante pour eux qui vivent dans des conditions trop difficiles. Nous sommes surpris et déçus par la décision des autorités. Ces dons est destiné à aider des personnes qui ont besoin d'aide. Les autorités devraient nous aider, pas nous empêcher d'obtenir de l'aide. Nous avons besoin de ces dons pour survivre. Plusieurs observateurs pensent que ces dons de Moïse Katumbi est une aide humanitaire
qui ne devait pas être politisé. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez-le, vous êtes sur la chaîne panafricaine et à l'heure actuelle, vous suivez en direct de nos antennes le journal édition de 20h. Cap à présent du côté de l'Ouganda. L'Ouganda qui veut aussi bénéficier de l'expertise russe. Et donc, c'est le président ougandais qui souhaite le soutien de la Russie dans le développement économique de son pays et demande des investissements dans la production de biens et de services. Et par conséquent, les investisseurs russes sont donc les bienvenus pour ses besoins économiques et surtout de transformation. Monsieur Museveni souhaite donc avoir des liens avec les pays comme la Russie et pourquoi pas la Chine. Il a fait savoir, c'était lors du forum de 2 jours d'experts en politique et économie, baptisé Lecture Primakov, nommé en l'honneur de l'Académie de l'homme d'État russe, Evgeny Primakov. La Banque mondiale, faut-il le rappeler, avait donc annoncé aucun nouveau financement public pour l'Ouganda et ne serait donc soumis à son conseil d'administration. En cause, c'est connu de tous, la loi taxée homophobe promulguée, formée par le président Museveni, car Yoweri avait donc accusé la Banque mondiale de faire pression sur son pays pour tenter de lui faire renoncer à sa loi anti-homosexualité. Les Ougandais se développeront avec ou sans prêt, avait alors, dans un challenge, lancé le président sur son compte Twitter après que la Banque mondiale a suspendu tout nouveau prêt à Kampala en raison de sa loi anti-homosexualité promulguée, la date est encore là, le 29 mai par le chef de l'État. Nous parlons de Russie, le nouveau partenaire du continent africain, l'ami 50-50. Et donc, ça se poursuit sur le plan diplomatique. C'est un avenir tout simplement plein de perspectives, car la Russie envisage d'organiser des conférences ministérielles annuelles avec les pays africains. Une annonce faite par Mikhail Bogdanov, envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Ces conférences se tiendront entre les sommets Russie-Afrique et devraient donc permettre de renforcer la coopération entre les deux parties dans des domaines tels que l'économie, l'énergie, la sécurité et la culture. Une bonne nouvelle qui tombe donc à point nommé au moment où des discussions entre la CEDEAO et le Niger sont dans l'impasse. Le président du CNSP n'a pas donné de suite à une invitation de la CEDEAO pour des discussions à Abuja, prévues donc pour le 10 décembre prochain. Vers 2 autres réunions prévues sont également annulées. Le Niger semble donc désormais se tourner vers le Togo pour tenter de trouver une solution à la crise. Des contacts ont été pris avec le président Faure Gnassingbé qui pourrait agir comme médiateur dans les négociations avec effectivement la CEDEAO. Tel qu'annoncé en titre, nous parlons de la COP 28. Et alors, nous disons encore, le grand absent de cette édition, c'est bien sûr les États-Unis d'Amérique, qui devaient normalement se faire représenter par Joe Biden ou encore par la secrétaire d'État Kamala Harris. Il n'en sera rien, car la COP 28 débute donc demain jeudi 30 novembre. À Dubaï, c'est aux Émirats Arabes Unis. Et les polémiques sont déjà nombreuses. Cette COP se déroule à l'épicentre de l'exploitation du pétrole et du gaz fossile mondial. Son président, autant pour moi, est le PDG de la compagnie nationale chargée de l'exploitation du pétrole et du gaz. À cela s'ajoute le contexte des récentes crises géopolitiques internationales, notamment la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, mais aussi et surtout l'adhésion des Émirats Arabes Unis du côté des BRICS, le bloc qui donne les insomnies à l'OTAN et j'en passe. Bref, c'est tout simplement un fiasco qui serait donc annoncé, mais ce n'est pas un procès d'intention simpliste et stérile. En revanche, au programme de Joe Biden figure une visite dans le Colorado pour promouvoir les investissements américains dans l'énergie éolienne, une rencontre avec le président de l'Angola, mais aussi
l'illumination de l'arbre de Noël. La conférence, je le rappelle encore, débute le 30 novembre et s'achève le 12 décembre 2023. Alors, pour en savoir davantage sur cette absence de Joe Biden, qui privilégie l'arbre de Noël, une rencontre avec le président de l'Angola, mais aussi et surtout, nous allons le dire, ce déplacement dans le Colorado, nous tentons de comprendre quelles sont les véritables raisons de cette absence de Joe Biden dans une conférence parlant justement sur les changements climatiques. Et alors, pour vous, il est là, il s'agit de Charlie Kenyé, il est analyste politique. Bonsoir à vous Charlie, merci d'avoir accepté de répondre à nos petites questions et surtout de nous éclairer, notamment sur cette situation. Alors, d'entrée de jeu, COP28, les vraies raisons de l'absence de Joe Biden à Dubaï, boycott ou méfiance? COP28 et les vraies raisons de l'absence de Joe Biden à Dubaï, boycott ou méfiance. À mon humble avis, il ne s'agit ni l'un ni de l'autre. Pourquoi? Simplement pour deux raisons. La première, elle est liée aux questions de politique interne. Il faut dire très clairement qu'aux États-Unis, la campagne présidentielle fait rage et en ce moment, on sait très pertinemment que le challenger de Joe Biden à la personne de Donald Trump va favori au niveau des sondages. Et donc, je pense qu'il est question aujourd'hui pour l'équipe du président de véritablement se concentrer sur ces problèmes de politique interne et donc la campagne présidentielle à venir de nature à ne pas laisser les cas se creuser entre le président Joe Biden et son parti, les démocrates, face à l'ancien président Donald Trump du parti Les Républicains. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison également, elle est beaucoup plus, si je peux le dire ainsi, de l'ordre de son passif, parce qu'il faut dire que le président Joe Biden nous habitue à de nombreuses bourdes à chaque fois qu'il sort. Il vous souvient encore sa sortie lors du sommet en Chine. Il vous souvient encore même sa récente bourde lors du G20. Donc le président Joe Biden, à chaque fois qu'il sort, il y a des petits scandales qui tournent autour de sa personne, qui font en sorte qu'on a l'impression qu'il est question aujourd'hui pour son équipe de véritablement limiter ça, parce que un énième scandale, surtout à cette veille d'élection présidentielle, risquerait l'être fatal, parce que ces challengers ne manqueront pas justement de s'asseoir dessus pour véritablement creuser les cas. Donc moi je me dis, voilà les deux raisons qui expliquent un peu l'absence du président Joe Biden. Sinon, dans le fond, on sait très bien qu'il est dans la continuité de la politique du président Barack Hussein Obama, qui, il faut le dire, était justement l'un des profondeurs de cette COP, de ce projet climatique. Donc, son absence, à mon humble avis, s'explique beaucoup plus par les problématiques ou par les questions de politique interne, et également le fait de vouloir un peu limiter, si ce n'est d'éviter justement les quelques bouts qui l'accompagnent à chaque fois que celui-ci se retrouve hors du territoire américain et parfois même à l'intérieur du territoire américain. Nous restons avec vous, parlant justement de cette conférence COP28. Quels sont les enjeux pour cette nouvelle conférence, on va le dire, pour le climat, surtout après 8 années, l'accord de Paris? Bien, les enjeux pour cette nouvelle conférence pour le climat, 8 ans après l'accord de Paris avec la COP21, je crois que les enjeux restent les mêmes. La première, c'est celui justement du financement, d'un fonds de financement pour la conservation de la faune et de la flore. Je crois que le Brésil, pour cette année, a introduit un projet de fonds destiné justement à protéger les forêts tropicales. Il faut dire qu'il y a
quelques 80 pays aujourd'hui à l'échelle internationale qui détiennent ces forêts-là, qui aujourd'hui peuvent être considérées comme étant le poumon de la planète. Et donc, depuis justement les promesses de la COP 21 à Paris, où un fonds justement de 100 milliards de dollars avait été prévu pour permettre aux États de véritablement travailler dans ce sens-là, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Surtout qu'il faut le dire très clairement, les États les plus polluants de la planète aujourd'hui sont les États qui devraient être interpellés au plus haut point. Voilà pourquoi le président Lula da Silva, président du Brésil, exige dans ce projet de fonds que justement les États les plus pollueurs soient justement ceux qui contribuent le plus à ce fonds destiné à protéger les forêts tropicales. Et donc, jusqu'aujourd'hui, nous sommes restés dans des promesses lettres mortes. Véritablement, rien n'a été fait. Je crois que c'est ça l'enjeu même de cette rencontre-là, à savoir la mise en pied de ce fonds-là et la disponibilité des fonds pour permettre justement à ce que les quelques États encore qui disposent de cette faune et de cette flore puissent avoir les moyens de pouvoir conserver ces forêts-là, parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, le plus grand danger de nos forêts sont les multinationales. Et face à cette réalité-là, on comprend très bien que la plupart des États qui polluent sont justement ces États dont les multinationales exercent dans la plupart des pays susmentionnés. Donc, je crois que c'est ça l'enjeu, c'est ça le défi aujourd'hui. La mise en place de ce fonds et effectivement la contribution des États membres, principalement les États les plus polluants, pour permettre à ce qu'on puisse limiter la carte. Pour sortir une dernière pour la route, M. Charlie Kenyé, nous rappelons quand même que les Émirats Arabes Unis font partie de ces pays qui vont donc officiellement intégrer voilà, les BRICS dès le mois de janvier 2024. Alors c'est un pays des BRICS, nous allons le dire ainsi, qui est donc hôte de cet événement. Quel impact? Effectivement, c'est un pays des BRICS qui est l'hôte de l'événement. L'impact, c'est quel? L'impact, simplement, nous montre à suffit que le monde est en train de basculer de l'ouest à l'est. Rappelons que ce genre d'événement, par habitude, se tenait à l'ouest. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que la plupart des grands événements qui revêtent des enjeux mondiaux se tiennent de plus en plus à l'ouest. Le G20 avec l'Inde, la grande conférence qui est organisée sur la paix en Chine, et aujourd'hui la COP28 à Dubaï. On comprend très bien qu'il y a un basculement géopolitique où tout ce qui se faisait à l'ouest est en train justement de se diriger à l'est. Et par rapport à ça, on peut très vite comprendre justement le fait que ce soit justement un pays membre des BRICS, à savoir l'Arabie Saoudite, qui sera officiellement membre des BRICS à partir de janvier 2024, qui soit aujourd'hui organisé un pareil sommet. Et donc, c'est un redessinement de la carte géopolitique du monde. Ce sont des alternatives aujourd'hui qui permettent aux pays qu'on pourrait considérer du sud global de véritablement non seulement changer la tendance, mais également de définir de nouveaux paradigmes dans le cadre du respect non seulement des principes du droit international, mais également avec pour finalité une certaine justice sociale pour tous. Et donc voilà un peu l'impact de ce sommet qui se déroulera du côté du Dubaï très prochainement. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Charlie Kenyé, pour toutes ces explications. Je pense que désormais, tout est donc dit. Alors, dès demain, le rendez-vous sera pris, lancé du 30 novembre au 12 décembre 2023. Et nous sortons avec le conflit israélo-palestinien. L'Iran qui a, comme on le dit très souvent, fait ça aux États-Unis, car les États-Unis ont tout simplement perdu la main face aux autorités iraniennes qui ont arrêté un porte-avions américain. C'est une situation qui vient ainsi amoindrir davantage le statut des États-Unis sur la scène internationale. Reportage.
Les États-Unis se font ridiculiser par l'Iran. En date du 26 novembre 2023, les autorités iraniennes ont arrêté un porte-avions américain. Celui-ci a fait montre de coopération en répondant à toutes les questions et s'est conformé aux ordres de l'État iranien. Une situation qui amoindrit considérablement le statut des États-Unis sur la scène internationale. Cette interception intervient au moment où le conflit israélo-palestinien continue de s'intensifier, et surtout avec l'annonce du 26 novembre dernier du ministre israélien Benjamin Netanyahu de connivence avec Joe Biden pour continuer de faire des victimes dans la bande de Gaza. Rappelons que depuis le début des hostilités le 7 octobre dernier, un peu plus de 15 000 Gazouis, en majorité des enfants, ont péri dans les atrocités de l'État hébreu. Par ailleurs, des forces navales iraniennes organisent des exercices de sauvetage et de secours naval, des exercices baptisés Jeux de guerre combinés de la ceinture de sécurité maritime 2023. Ces activités réunissent donc des forces navales iraniennes, chinoises et russes. L'édition de cette année entend impliquer davantage d'États, y compris les principaux participants et observateurs de divers continents. Face à ces puissances, les États-Unis perdent de plus en plus la face et la domination mondiale. Et c'est sur ce que nous allons refermer cette édition. Nous allons le dire, acte 3 du journal sur la chaîne panafricaine, du lundi au vendredi, une fois qu'il est 20h. Alors, il ne me reste qu'à vous dire Hakuna Matata, et ce sera demain. Panafrican Media pour une Afrique souveraine et unie.